Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Cette attaque hier en périphérie de Moscou dans cette salle de concert. Au moins 60 personnes ont été tuées, 115 blessés. C'est le dernier bilan que nous connaissons. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique aujourd'hui, quelques jours après la réélection de Vladimir Poutine, dans le contexte de guerre en Ukraine aussi. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce qui s'est passé hier à Moscou? Non, j'ai pas beaucoup plus d'informations. J'ai aucune information supplémentaire par rapport à ce qu'on entend dans les radios et les télévisions. Je suis quand même très, très affligé. C'est un massacre collectif absolument abominable. Je crois qu'on doit vraiment exprimer une très profonde solidarité avec les victimes. Nous sommes passés par là et c'est peut-être pas fini avec le Bataclan. Je pense qu'il faut être même si nous avons de très très réels conflits sur l'Ukraine avec les Russes, nous devons faire preuve d'une grande solidarité. Sur l'origine politique, il y a une revendication d'un groupe qui se revendique de Daesh. Je ne sais pas si le communiqué est authentifié. Ça pourrait être une revendication d'opportunité de l'État islamique? J'en sais rien, mais vous savez, c'est très possible. C'est très possible. Ce qui est, je crois, très clair, c'est que ça n'a aucun rapport direct avec la guerre d'Ukraine. Les services américains avaient observé des dangers de cet ordre et en avaient informé les Russes, malgré la tension actuelle. La conséquence, en revanche, peut n'être pas très favorable à l'apaisement, si tant est que l'apaisement soit à l'ordre du jour dans les relations avec l'Ukraine. Vous voulez dire qu'après cette attaque, Vladimir Poutine pourrait vouloir entraîner une nouvelle escalade avec l'Ukraine? Je pense que ce type d'attaque est de nature à renforcer l'autorité de Poutine. Je ne l'accuse pas du tout d'avoir été à l'origine de cet attentat, mais je pense que les Russes vont se retrouver derrière leur président face au malheur, ce qui est normal. Nous étions dans la même situation vis-à-vis de François Hollande au moment de Charlie Hebdo, au moment du Bataclan, donc c'est très logique. Et le président russe peut avoir envie d'affirmer, alors là, sa force, comme il ne néglige aucune occasion de la faire sentir aux Ukrainiens et durcir la guerre d'Ukraine, alors qu'on voit bien que depuis sa réélection, il est engagé dans une phase de durcissement, ne serait-ce d'ailleurs que par l'emploi du mot « guerre », qui est un mot qu'il a refusé jusqu'à présent, et il l'emploie maintenant. Et je pense que ce changement sémantique est aussi une annonce de changement de la brutalité de la guerre. Jusqu'à présent, les Russes parlaient d'opération militaire spéciale et depuis hier, pour la première fois, ils ont reconnu un état de guerre avec l'Ukraine. Oui, d'un mot, on a raison aujourd'hui de faire le distinguo. C'est ce que dit Emmanuel Macron après cette attaque. La France qui se tient aux côtés des victimes, mais aussi de tout le peuple russe. On a raison de faire le distinguo entre le pouvoir du Kremlin et voilà, sa responsabilité dans la guerre en Ukraine et le peuple russe aujourd'hui. C'est important. Oui, je crois que, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit dans les propos qui lui avaient été un peu reprochés à l'issue de la conférence des membres du Conseil européen, nous ne sommes pas en conflit avec le peuple russe. Je crois que dans ce malheur qui assaille des dizaines de familles russes, il faut être vraiment totalement insensible pour ne pas partager leur deuil et leur douleur. Et juste les renseignements militaires ukrainiens hier a accusé les services spéciaux russes d'être à l'origine de cette attaque pour justifier des frappes encore plus dures contre l'Ukraine, pour radicaliser encore sa position. Est-ce que ça pourrait être une option? Écoutez, c'est évident que les services posent ce genre de questions. On sait très bien, il y a eu beaucoup de choses très complexes autour des attentats prétendus tchétchènes il y a quelques années, qui ont certainement été utilisés par Poutine pour justifier son accroissement de pouvoir. Moi, je crois qu'on ne peut formuler ce genre d'accusation que si on a quelques éléments pour l'étayer. Moi, en tout cas, je me garderais bien de me lancer sur un terrain que je ne connais absolument pas. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'un attentat extrêmement meurtrier a frappé des populations russes et je leur exprime ma solidarité, point final. Je ne peux pas vous en dire plus. Un nouveau Conseil européen sur cette guerre en Ukraine hier. Les responsables européens qui émettent cette idée d'utiliser éventuellement les intérêts générés par les avoirs russes
gelés. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous, d'aller sur ce terrain-là? Écoutez, c'est une affaire assez compliquée sur le plan juridique. Moi, je m'associe aux démarches de mes collègues, notamment de mes collègues Verts, mais pas seulement, de collègues de tous les groupes, de beaucoup de groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, pour dire qu'effectivement, si on gèle ces avoirs et si on a un problème de financement, il faudrait peut-être faire connecter tout ça. Alors ça pose des problèmes juridiques assez importants, ça pose des problèmes de risque pour la zone euro, parce que effectivement, si on voit que des sommes qui sont gelées par des puissances de la zone euro disparaissent et échappent à leurs propriétaires, on a quand même un actionnariat mondial qui est assez frileux. Et donc ça pourrait être assez... Bon, le moyen terme, c'est de ne pas toucher au principal, de toucher seulement aux intérêts. Mais la vérité, c'est qu'il faut cesser de se poser ce problème instrumentaux. Dans une guerre, il faut dépenser ce qui doit être dépensé pour la gagner. J'ai dit l'autre jour à l'Assemblée nationale que je suis issu de la Cour des comptes, vous savez, que le seul juge des comptes en matière de guerre, c'est la victoire. Et là, je suis quand même très frappé. Cette nouvelle discussion, depuis décembre, on a dit les Ukrainiens sont en situation difficile, on leur a dit mais vous allez rentrer dans l'Union européenne en 2030. Écoutez, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons un peuple ukrainien qui est extrêmement éprouvé, qui a des moyens limités, des ressources démographiques limitées, des ressources en munitions tragiquement déficientes, et on se réunit. Parce que ça coûte très cher. Vous savez qu'on doit économiser plusieurs dizaines de milliards dans le budget français. Vous dites qu'il faut sacraliser dans le budget. Moi, je crois que c'est comme le Covid. C'est comme le Covid. Je suis vraiment... D'une façon générale, je trouve qu'on dépense beaucoup trop d'argent en France pour un tas de trucs. Et pas assez pour soutenir l'Ukraine. Non, mais je crois qu'il faut que l'exigence d'économie en matière budgétaire passe par une redéfinition en profondeur de l'organisation des missions de la puissance publique. Que ce soit les collectivités décentralisées, que ce soit les systèmes sociaux, le budget social, ou que ce soit le budget de l'État. Il ne faut pas faire de saupoudrage, il faut faire quelque chose en profondeur, et ça prend du temps. En revanche, il faut bien voir que, comme sur le Covid, on a eu raison de faire ce qu'on a fait, et sur la guerre, on a raison. Il faudrait faire des comptes à part, très très isolés du reste, sur le Covid d'une part, ça c'est pour le passé, mais sur la guerre, et accepter qu'on ait un endettement spécifique. Madame Kallas, dirigeante balte, l'a proposé. Je crois qu'il faut, mais on ne peut pas, on ne peut pas jouer, la demi-mesure. Là, on est en face d'une situation très difficile. On aide les Ukrainiens ou on les laisse tomber. Si on aide les Ukrainiens, il faut leur permettre de résister. Avec cette idée, comme vous le disiez, Agathe, éventuellement de mutualiser la dette au niveau européen. Oui, alors alors évidemment, nous Français, comme on est quand même très faibles sur le plan de la gestion de nos équilibres, quand on dit ça aux Allemands, on n'est pas très convaincant. C'est vrai, vous êtes intarissable, Jean-Louis Bourlange. C'est vrai que vous disiez votre fibre pour la Cour des comptes. C'est vrai qu'on l'entend bien. On va quand même s'interrompre pour le fil info et on poursuit la discussion juste après 8h41, Claire Checaglini. Nous devons faire preuve de solidarité, estime Jean-Louis Bourlange, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ce matin sur France Info. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine, dernière condamnation en date de l'attaque d'une salle de concert à Moscou hier. Le président russe, lui, ne s'est pas encore publiquement exprimé sur cet attentat au Crocus City Hall. Il a fait au moins 60 morts et 115 blessés, selon les autorités russes. L'attaque a été revendiquée par Daesh. Par ailleurs, dans la région de Belgorod, côté russe, 2 civils ont été tués et 7 autres blessés cette nuit lors d'attaques de drones. Le choc terme à la une de plusieurs journaux britanniques ce samedi après l'annonce du cancer de Kate Middleton. Aux États-Unis, un accord trouvé de justesse pour éviter la paralysie des services publics. Le Congrès américain vient d'adopter un texte sur le financement de l'État fédéral jusqu'en septembre. Football, match amical France-Allemagne à Lyon ce soir à 21h. L'occasion pour les Bleus de se mesurer face à la Mannschaft à 4 mois du lancement de l'Euro Outre-Rhin. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré,
Jules Dequisse. Toujours avec Jean-Louis Bourlanges, président MoDem de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. La Russie et la Chine ont mis leur veto à une résolution américaine soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza en lien avec la libération des otages. C'était la première fois que les États-Unis réclamaient un cessez-le-feu, alors qu'ils s'y opposaient systématiquement depuis le début de la guerre. Est-ce que c'est significatif, ce changement ? C'est une inflexion très, très importante de la diplomatie américaine dont je me réjouis, parce que je crois effectivement que les Américains sont les seuls à avoir quelque chose qui ressemble à une clé sur le comportement du gouvernement israélien. Or, moi, je suis convaincu que la sécurité d'Israël et le rétablissement de la paix passe par une inflexion très très profonde de la politique menée par le gouvernement israélien actuel. Simplement, est-ce que ça pouvait déboucher sur une résolution acceptée? Il y avait une condamnation d'ailleurs parfaitement légitime du terrorisme du Hamas, mais on sait qu'à partir du moment où on met ça dans la résolution, les amis du Hamas, notamment les Russes et les Chinois, disent on vote pas. Donc on savait ça. D'autre part, le dispositif était un peu différent de celui d'ordinaire on pratique. D'ordinaire on dit cessez le feu, échange, retour des otages et en contrepartie également libération de prisonniers palestiniens par Israël. Ce dernier volet manquait dans la résolution. Alors, je crois qu'il faut bien saluer la démarche américaine. C'est vraiment un effort très difficile pour le président Biden et très important de dissociation, de distanciation, plus exactement, pas de dissociation, de distanciation par rapport à la politique du gouvernement Netanyahou. Mais j'ai un peu tendance à leur dire encore un effort si vous voulez que ça marche. On est encore très très loin de la rupture et de la vraie prise de distance. Par exemple, sur Rafah, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est allé en Israël pour dissuader une fois de plus Israël de mener l'offensive sur cette ville où sont regroupés 1,5 million de personnes selon l'ONU. Et qu'est-ce qu'a répondu Benjamin Netanyahou hier? Nous ne pouvons pas défaire le Hamas sans entrer dans Rafah, et s'il le faut, nous le ferons seuls. C'est-à-dire même sans les États-Unis. Pour l'instant, la pression américaine, elle ne marche pas. Oui, là, c'est pas une rodomontade parce que Netanyahou joue la montre. Il espère que M. Trump sera élu. Il sait qu'il y a au Congrès, à la Chambre des représentants, une majorité républicaine qui est assez proche, qui est trumpiste et qui est assez proche de ses... mais il a quand même tort, parce que les Américains tiennent la clé. Vous dites qu'Israël ne peut pas se passer du soutien des Américains. Du temps de George Bush père, M. Baker avait quand même tordu la poignée de M. Shamir, qui avait d'ailleurs perdu le pouvoir. Donc les Américains contrôlent ça. Le grand problème moi, je suis au-delà de la dénonciation morale sur M. Netanyahou. Je fais une dénonciation intellectuelle. Ça ne rime à rien ce qu'il fait. On ne fait pas la guerre sans avoir un objectif politique précis. Qu'on me dise quelle est la façon dont le gouvernement actuel d'Israël, je ne parle pas du peuple israélien dans son ensemble, mais quelle est la conception que M. Netanyahou se fait d'un ordre juridique pacifié dans cette zone. Que fait-il des millions de gens de la bande de Gaza? Que fait-il des Cisjordaniens? Ce sont deux problèmes massifs. Il faut les résoudre. Deux États, c'est un peu un mot actuellement, mais on peut en paver la voie. Et que peut faire la France? Vous êtes, je le rappelle, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. La France essaye de la faire entendre, elle essaye de négocier justement une sortie de crise avec ces conditions. C'est possible qu'elle soit entendue J'ai dit à l'instant, j'ai répondu implicitement que le rôle principal appartenait aux États-Unis. Je crois que la France fait entendre sa voix. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union européenne fasse entendre sa voix. Et là, nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne sommes pas à l'aise pour des raisons qui s'expliquent très clairement. C'est qu'en Allemagne, le problème d'Israël, pour des raisons historiques trop évidentes, est totalement tabou. L'idée de se distinguer, de se distancier du gouvernement de M. Netanyahou est quelque chose, c'est un impensable pour une grande partie des responsables politiques allemands. Donc nous sommes évidemment favorables aux deux États, favorables à la paix, favorables à la négociation, mais nous ne sommes pas prêts, en tant qu'Union européenne, je pense, à
nous engager fortement sur une pression sur l'État d'Israël. Nous le faisons seuls, nous avons quand même des ressources. Il faut garder nos amitiés dans les pays arabes. On ne l'a pas tout à fait respecté au début de la crise, mais il y a quand même, on a des ressorts. L'émir du Qatar est venu à Paris. Il faut agir sur la Jordanie, avec la Jordanie, le Qatar, l'Égypte, l'autorité palestinienne, même si elle est très fragile. Il faut effectivement faire émerger un interlocuteur arabe modéré. On parle d'un autre sujet rapidement. Les sénateurs ont rejeté jeudi la ratification du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Rejet massif, 211 voix contre 44. Avec la droite en première ligne dans cette opposition, qu'est-ce que cela dit? Moi, je suis affligé parce que je trouve que là, j'ai beaucoup d'amitié. Je ne parle pas des communistes, ils sont hostiles à tout ça depuis toujours. Il n'y a pas de raison qu'ils changent. Mais LR est quand même un parti de gouvernement, traditionnellement. En termes de gouvernement, c'est une affaire absolument parfaite. Nous avons un accord avec le Canada. Si on n'est pas capable de faire un accord de libre-échange avec une démocratie comme si proche de la nôtre, partiellement francophone, qui a les mêmes critères sociaux, qui a les mêmes exigences environnementales, qui a accepté notamment de respecter l'accord de Paris et d'introduire les clauses de l'accord de Paris dans cette affaire, alors que le bilan, puisque c'est en cours d'exécution depuis déjà de nombreuses années, est totalement positif. Donc pour vous, c'est absurde. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de pire actuellement dans l'esprit public en France, c'est-à-dire la rencontre de la tactique politicienne, du dogme idéologique et de l'ignorance des réalités. Ça, c'est trois défauts. Si nous continuons à cultiver ces défauts, les Français et la France n'ira pas très loin. Et juste que doit faire le gouvernement d'un mot, il n'y a que deux options maintenant. Notifier à Bruxelles, enfin si jamais l'Assemblée rejetait ce traité à son tour, que doit faire Emmanuel Macron? Notifier à Bruxelles qu'il ne peut ratifier le traité, ce qui entraînerait la fin de son application provisoire dans l'Europe, ou alors est-ce que Emmanuel Macron devrait temporiser au risque d'être accusé de déni entre ces deux mauvaises options? Écoutez, on va voir. L'affaire sera portée fin mai devant l'Assemblée nationale à travers les communistes ont dit qu'ils le mettraient dans leur niche législative. Donc on verra ce que fera l'Assemblée nationale. Pour l'instant, l'équilibre est défavorable puisque nous n'avons pas la majorité absolue et LR semble solidaire, sera sans doute solidaire à l'Assemblée nationale des communistes comme ils l'ont été au Sénat, ce qui est aberrant, très profondément aberrant. À ce moment-là, on verra. Moi, je me battrai très fortement pas en tant que président, pas en tant que président de la Commission affaires étrangères, mais en tant que député, je me battrai fortement pour le retour à la réalité, à la responsabilité. Les agriculteurs le savent, ils sont gagnants. Ils sont gagnants à cet accord. Il faut vraiment mettre les préjugés, les mauvaises intentions, le ressentiment au vestiaire. Merci beaucoup. Jean-Louis Bourlanges, député MoDem, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, invité du 8h30 France Info ce matin.